Je m'étais toujours imaginé qu'il n'y avait rien de plus facile que de faire un bébé. Là-dessus, je m'étais trompée. Environ un couple sur 6 fait face à l'infertilité. Joe et moi, on fait partie des statistiques. Peut-être que toi aussi ou que tu connais un ami ou un patient qui passe par là. Je reçois aujourd'hui Anne-Marie Lucas, directrice générale du Centre Espère, mais surtout une femme dont le parcours de vie inspire par sa force et sa résilience. Elle partage avec nous son histoire personnelle face à l'infertilité, son combat contre le cancer et comment elle a trouvé un chemin vers la maternité grâce à la grossesse pour autrui. Un témoignage révélateur pour tous ceux qui vivent des défis similaires ou qui souhaitent mieux comprendre cette réalité. Bienvenue à Là pour toi, le balado sur la santé qui informe et qui fait du bien. Je suis vraiment impatiente d'avoir cette discussion avec toi, Anne-Marie, au sujet de l'infertilité. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci vraiment de m'avoir invitée. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Puis Anne-Marie, bien, pour commencer, j'ai le goût de dire qu'on s'est rencontrés grâce à ton appel sur le groupe Femmes de tête en 2024. Tu cherchais en fait une pro de la communication ou une pro marketing qui a vécu un parcours en fertilité pour siéger sur ton CA. Tu as été attirée par mon profil parce que je suis infirmière. Je suis passée par un parcours d'infertilité et tu as communiqué avec moi. Puis nous voilà, on est ensemble aujourd'hui pour faire un podcast sur ce sujet-là. Oui, 1 an plus tard. Oui, quand même. Ouais. Et étrangement, quand tu m'as écrit au mois d'avril, j'étais sur le bord d'une piscine, en voyage, en train de lire un livre justement sur des femmes qui avaient des difficultés à procréer. Donc, la vie fait bien les choses des fois. Puis Anne-Marie, ben, tu es directrice générale et fondatrice du Centre Espère, un organisme à but non lucratif dont la mission est de soutenir les personnes dans leur parcours de fertilité pour leur permettre de naviguer ce chemin le plus sereinement possible. On va en parler plus profondément dans le prochain épisode. Aujourd'hui, c'est vraiment ton histoire qui va être sous les projecteurs. Mais rapidement, la mission du Centre Espère, est-ce qu'elle répond à un grand besoin actuellement? Oui, vraiment grand besoin. C'est vraiment de soutenir ces personnes qui vivent un parcours de fertilité. Il y a vraiment très peu de ressources. Il y en a un petit peu plus que dans les années passées, mais c'est ça. Il y a vraiment un grand besoin. Mais c'est pour ça, justement, que tu as mis vraiment tous tes efforts pour faire naître ton centre. Ça va être le fun vraiment d'en parler parce que je pense que ça peut aider vraiment plusieurs personnes dans ces parcours-là qui sont, disons-le, là, pas faciles tout le temps. Et le désir d'avoir un enfant, c'est viscéral. C'est pas quelque chose de rationnel, hein? C'est quelque chose qu'on a en soi. Puis ça se manifeste pas toujours comme on le souhaite, malheureusement. Les personnes en quête de parentalité traversent de gros défis, tant au niveau pratique qu'émotionnel. Et tu es passé toi-même par ce chemin-là. Alors, j'aimerais mieux connaître aujourd'hui la femme derrière le Centre Espère. Alors, d'abord, rapidement, comment tu te décrirais en 3 points clés? Je pense que je vais emprunter ce que mon chum dit souvent de moi, qui trouve que je suis quand même quelqu'un d'empathique. Sinon, je suis très déterminée, donc tu sais, je vais déplacer des montagnes là, pour avoir quelque chose que je veux vraiment. Puis, un troisième point, peut-être que je suis quelqu'un quand même de sensible, émotive. Tu sais, je veux vivre mes émotions quand même à fond, là. C'est 3 qualités certainement qui te servent dans ta grande mission aujourd'hui avec le Centre Espère. Je pourrais te donner des défauts aussi si on veut équilibrer la chose. Tu peux? Ton grand défaut, ça serait quoi? Mon grand défaut, je pense que je suis un petit peu insécure, mais peut-être... C'est pas un défaut, ça. C'est pas un défaut. Non, parce que sinon, genre, il est très gros de mon côté aussi, là. Alors, tu es journaliste de formation. Ton histoire personnelle a largement influencé la naissance du Centre Espère. Peux-tu nous raconter ton parcours, soit ce qui t'a mené là où tu es aujourd'hui? Bien, en fait, donc oui, je suis journaliste non seulement de formation, mais j'ai eu une petite carrière de journaliste. Puis, quand j'ai reçu un diagnostic de cancer en 2016. Puis, c'était un cancer à cellules... En tout cas, c'était un cancer gynécologique qui a fait en sorte que j'ai perdu ma fertilité. Puis, par perte de fertilité, ça veut dire que j'ai perdu mon utérus. Il a fallu enlever mon utérus. Ça faisait partie d'un des traitements pour sauver ma vie. Et c'était à l'époque que mon chum et moi, on voulait commencer à avoir une famille. Mais on n'a jamais pu même essayer, donc c'est ce qui est arrivé.
on a réussi quand même, tu sais, après mes traitements de cancer. Donc, tu sais, la seule façon pour moi pour nous d'avoir un enfant qui était biologique, parce qu'on a fait la préservation de la fertilité avant les traitements de cancer, bien, c'était d'avoir recours à une femme porteuse. On connaissait pas du tout, tu sais, on savait que ça existait, mais on connaissait pas ça. On connaissait même pas la procréation assistée. On connaissait un peu l'adoption. Donc, tu sais, j'ai fait beaucoup de recherches très rapidement pour comprendre c'est quoi. Étant journaliste, c'est quelque chose qui me vient facilement, de faire de la recherche, de comprendre les choses. Puis, quand j'ai terminé mes traitements de cancer, on a commencé à chercher pour une femme, pas tout de suite, mais peut-être quelques mois après, pour une femme porteuse. Puis, on a trouvé, puis assez rapidement quand même. Mais ce que j'ai réalisé, ce que mon chum a réalisé, c'est qu'il y avait comme vraiment peu d'informations sur la grossesse pour autrui, mais sur la fertilité en général et encore moins en français. Là, on retourne en arrière, on est en 2017, donc ça fait quand même 8 ans, 9 ans. Puis, il n'y avait pas de soutien, peu de soutien aussi dans la santé mentale. Moi, j'ai une très grosse dépression, puis je me souviens avoir... Tu sais, j'avais pas des oncologues, j'avais des psychologues oncologiques, donc affiliés à l'hôpital. J'avais accès au programme, là, c'était gratuit, c'était pour toute ma famille aussi. Mais ils n'étaient pas nécessairement spécialisés en fertilité, et c'est quand même... tu sais, c'est des enjeux qui sont assez... Pointus, oui, c'est ça, c'est précis, je me sentais pas... Je voyais que le psychologue comprenait pas. Puis j'allais en voir d'autres là, à l'extérieur où est-ce que j'ai déboursé parce que c'était vraiment difficile. J'en ai fait quand même beaucoup, puis j'ai jamais senti qu'on me comprenait. Puis c'est des psychologues. La seule que j'ai trouvée que là, elle semblait avoir une formation, elle semblait vraiment être formée. J'avais pas accès à elle parce qu'elle était dans un autre hôpital. Puis là, je me souviens plus c'est lequel, là. Mais je sais que j'avais pas accès à elle parce que c'était juste les patients de cet hôpital-là qui avaient accès à elle. Mais c'était, tu sais, ça... Là, il y en a un peu plus aujourd'hui. Mais à l'époque, quand moi, j'en cherchais, j'en trouvais pas. Fait que, tu sais, il y avait comme ce trou dans l'information. Fait que, tu sais, déjà, surtout pour la grossesse pour autrui, parce qu'on parle de loi, on parle de, tu sais, c'est éthiquement, il y a des enjeux, psychologiquement, il y a des enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux. Fait que tout l'aspect avoir de l'information qui est fiable, parce qu'il y a plein de choses qui se disent sur Internet, mais c'est pas nécessairement la bonne information. Puis moi, étant journaliste, tu sais, ça venait me heurter, là, de pas pouvoir trouver l'information que j'ai fini par trouver, mais ça m'a pris vraiment longtemps à débroussailler. Puis après ça, le côté santé mentale, mais c'est difficile d'avoir accès. Tu sais, mais tu le sais, là, les ressources sont limitées, c'est pas toujours dans l'immédiat qu'on a des réponses et tu l'as bien dit, les professionnels de la santé ne sont pas tous spécialistes de l'infertilité ou pour accompagner des patients, par exemple, qui ont eu un diagnostic grave comme un diagnostic de cancer. C'est quand même pointu comme service à rendre. Puis moi, j'ai comme l'impression, tu sais, je t'écoute, puis je me dis... Mon Dieu, j'ai l'impression que tu étais toute seule à essayer de te rassurer à travers des recherches qui faisaient juste peut-être ajouter un peu de plaster sur le bobo, tu sais. Bien, les recherches, je pense qu'à quelque part, je suis quand même quelqu'un qui, tu sais, je l'ai dit, je suis déterminée. Fait que, tu sais, moi, c'était pas concevable que je n'allais pas avoir un enfant. Puis là, tu sais, peut-être... T'avais quel âge à l'époque? J'avais 34. Ben, mon diagnostic, j'avais 34, mais rendu quand j'ai commencé à chercher, après, j'avais 35. Fait que, tu sais, j'étais jeune pour un traitement de cancer, mais j'étais vieille ou je commençais à être vieille pour la fertilité, tu sais. Et pourtant, tu sais, moi, je m'étais dit, à 34 ans, je vais avoir, tu sais, on se met toute une limite quand est-ce qu'on va commencer à avoir des enfants. Puis moi, c'était 34, puis c'est ça, c'était exactement ça, tu sais. Pour la première fois de ma vie, ça tombait comme je l'avais planifié, mais finalement, non, ça n'a pas tombé parce que j'ai eu une tumeur et non un bébé, mais bon. Donc là, donc de fil en aiguille, tu sais, on a réussi, on a trouvé une femme porteuse, puis tu sais, on a un enfant aujourd'hui qui est né grâce à cette femme porteuse, puis tu sais, ça a pris quand même longtemps, tu sais, j'ai eu mon congé de maternité, mon congé parental, parce que j'ai pas eu accès au congé de maternité. Il y a eu la pandémie aussi là-dedans. Puis quand mon fils a commencé la garderie, parce que là, il faut savoir que j'ai comme un peu travaillé parce que j'étais travailleur autonome. Donc, j'avais pas comme un congé de maladie. J'avais pas d'argent qui rentrait parce que j'étais malade. Fait qu'il a dû falloir que je faisais de la rédaction puis de la traduction, mais il fallait à un moment donné que
Ça, c'était avant mon congé de maternité, mon congé parental. Mais quand j'allais revenir de mon congé parental, mais là, il fallait que je travaille, puis je me voyais pas recommencer à faire du journalisme parce que j'ai vraiment aimé le journalisme, je l'aime encore, puis c'est encore comme un deuil des fois que je vois mes collègues sur les réseaux sociaux. Il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose qui est moins là. Au début, il était plus, mais là, il est quand même moins là parce que j'aime beaucoup ma job aujourd'hui, mais ça reste que c'est un métier que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est très intellectuel, c'est très exigeant, c'est très ingrat, c'est passionnant, mais je me voyais pas repartir parce que j'étais pas assez loin. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'étais pas assez loin dans ma carrière pour repartir comme ça. Donc, il aurait fallu que je retombe un peu en bas de l'échelle et pourtant, j'avais quand même fait beaucoup de choses. Fait que je me voyais pas repartir ça. J'avais aussi un brouillard mental. Et ça, je dis ça aujourd'hui avec 5 ans de recul, parce qu'à l'époque, je le savais pas, mais avoir une dépression, avoir la chimiothérapie, un stress post-traumatique, mais j'avais vraiment un brouillard mental, fait que je me voyais pas recommencer dans le journalisme, puis tout recommencer. J'étais très autonome, donc j'avais pas de sécurité financière. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, j'ai cherché, puis de fil en aiguille, en fait, c'est une psychologue à la clinique de fertilité qui a entendu que j'ai raconté mon histoire, puis elle me dit, mais tu sais, pourquoi tu aides pas les gens comme toi, tu sais, les parents d'intention là, dans la grossesse pour autrui, pourquoi tu les guides pas, tu sais, parce qu'elle était impressionnée de ma capacité à avoir fait ce projet-là avec la naissance de mon fils et tout, d'avoir trouvé les bonnes informations, de l'avoir fait de façon éthique, puis elle était vraiment impressionnée, puis elle m'a dit, mais elle, je pense pas qu'elle réalise qu'est-ce que cette parole-là a fait plus tard. Tu n'as jamais eu la chance de lui dire. Non, je lui ai dit, mais sur le coup, je pense pas. Puis je me souviens qu'on était à la pandémie, fait qu'on était sur Zoom, mon chum et moi, on est assis à côté, sur le même ordi, puis mon chum savait que je cherchais quoi faire, tu sais. Puis là, elle dit ça, puis mon chum et moi, on se regarde comme... Ça l'a allumé une étincelle. Ça a allumé une étincelle. Fait que là, ce que j'ai fait, quelques mois plus tard, je me suis inscrite pour un cours de lancement d'entreprise, celui du gouvernement. J'ai fait ça. Après ça, ça m'a aidé à concrétiser un peu le projet, qui à la base était d'offrir de l'information pour les parents d'intention, comme moi, qui veulent avoir recours à une femme porteuse. Donc, c'est de débroussailler le chemin, c'est quoi la loi, comment elle fonctionne, c'est qui les cliniques qui les font. Fait que vraiment, information uniquement. De leur donner des ressources s'ils veulent d'un soutien en santé mentale, s'ils ont besoin de parler à un avocat, etc. C'était ça au début, le projet. Puis après ça, j'ai eu une bourse de l'École des entrepreneurs qui me donnait un salaire pendant 1 an pour monter pour vrai le projet. Et c'est comme ça qu'à la base, Infoprocréation a été créée. Infoprocréation, c'était uniquement, c'est ça, c'est de l'orientation informatique. Mais c'est Infoprocréation. Pour vraiment guider les parents d'intention dans ce processus-là. Sauf que j'avais toujours l'ambition de vouloir aider tout le monde en procréation assistée, pas juste en grossesse pour autrui. J'ai commencé par ça parce que c'est ce que je connaissais. Puis quand j'ai fait mon plan d'affaires avec les écoles des entrepreneurs, ça s'appelle « J'ai le soutien au travail autonome », j'ai une avocate... j'ai cherché une avocate en droit des affaires spécialisée en grossesse pour autrui, ça n'existe pas, mais j'ai cherché. Ce que j'ai trouvé, c'est une avocate spécialité une avocate en grossesse pour autrui qui travaille dans un bureau qui a plusieurs types d'avocats. Puis j'avais besoin parce que la grossesse pour autrui, il y a beaucoup d'angles morts, il y a beaucoup de zones grises. Puis moi, ce qui était important, c'est que je voulais vraiment respecter la loi pour moi, mais aussi pour mes futurs clients. Je voulais leur assurer que l'information que je te donne, c'est la bonne. Fait que, j'ai bulletproof pour que ça soit conforme. Et c'est elle qui m'a aidée à faire ça. Et elle s'est fait aider à l'interne par des avocats en droit familial, en droit des affaires. Puis elle est en droit familial. Puis c'est elle qui m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas un OBNL? T'sais, mais ça, on est en 2021, je pense. Puis ça a comme, mais oui, tellement, parce que... Tu as vraiment une mission. C'est ça. En fait, qui est plus grande un peu que juste ton histoire. En fait, tu veux comme utiliser ce que tu as vécu pour aider d'autres personnes. J'imagine que ça t'apaise à quelque part de faire ça.
Oui, vraiment. Ça a été quand même thérapeutique. Puis l'aspect, parce que moi, je me sentais pas bien de charger de l'argent à des gens qui sont... C'est pas tout le monde qui est en détresse. Tu as différentes personnes, tu sais. Mais il y en a beaucoup qui sont en détresse quand même. Donc, je me sentais... Tu sais, je suis pas en train de vendre des sacoches, là. Fait que quand elle m'a dit au BNL, pour moi, ça a été une solution. Puis oui, nos services sont pas tous gratuits parce qu'il faut quand même qu'on génère des revenus. Mais quand elle m'a dit au BNL, ça a vraiment fait comme, OK, il y a une... Tu sais, ça répondait aux valeurs que je voulais comme... voyons, je sais pas comment le dire, mais comment je voulais aider. Puis je suis pas quelqu'un qui connaissait les OBNL, j'ai jamais travaillé dans le communautaire, tu sais, c'est super nouveau. Fait que en fait, c'est elle qui m'a semé. Puis d'ailleurs, c'est la présidente du CA aujourd'hui. Ouais. Fait que merci Héloïse Pion. Mais donc, c'est comme ça que, tu sais, c'est comme ça que ça a commencé. Puis de fil en aiguille, tu sais, j'ai grossi la chose. C'était une entreprise individuelle, puis de fil en aiguille, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. On va avoir la chance d'en parler là, plus au cours du prochain épisode. Mais comment ton expérience avec le cancer a influencé ta vision de la fertilité et de la maternité? C'est une bonne question. Tu sais, parce que je le disais d'entrée de jeu dans mon introduction, tu sais, moi, dans ma tête, là, faire un bébé, là, c'était quelque chose de bien facile. Puis il y en a plein pour qui c'est comme ça, mais on va se rendre compte un peu plus tard en parlant des statistiques que ça touche beaucoup de monde. Puis à divers niveaux. Mais c'est pas toujours facile, justement, d'avoir un bébé. Fait que le fait d'être passé, toi, par une expérience aussi explosive, là, tu sais, du jour au lendemain, t'es toute jeune, t'apprends que t'as le cancer, puis t'apprends du même coup que tu pourras pas avoir d'enfant. Et tu as été capable, finalement, d'avoir un enfant. Donc, c'est pour ça ma question, tu sais, comment cette expérience-là a influencé ta vision aujourd'hui de la fertilité, de la maternité? Est-ce que tu as eu comme une espèce de révélation pour dire, ben écoute, les rêves qu'on a dans la vie, ben ça arrive peut-être pas toujours comme on le souhaite, ou finalement, ben la vie se charge de faire en sorte que, finalement... Non, je suis pas quelqu'un qui va être... les choses arrivent pour une raison, là. C'est pas... Ça a jamais été... puis ça l'est toujours pas aujourd'hui, tu sais. C'est sûr que j'ai essayé de trouver une raison de pourquoi j'ai eu mon cancer. Tu sais, je me suis déjà demandé... peut-être que j'étais tombée enceinte, je serais morte. Bon. Mais fondamentalement, j'ai pas de... Je pense que j'ai un cancer parce que j'ai une malformation à la naissance et c'est tout. Mais je pense que cette question est difficile à répondre parce que ça dépend quand est-ce que je réponds. Aujourd'hui, ma vision de la maternité, et maintenant que je suis mère aussi, je n'ai plus cette vision que j'avais avant, que beaucoup de monde ont, que pour être parent, il faut être une famille nucléaire. Tu sais, comme, tu sais, qu'il faut que je le porte. Tu sais, je suis beaucoup plus ouverte par rapport à l'adoption, je comprends plus ça, tu sais. Puis j'ai jamais été contre, tu sais, que, mettons, j'ai jamais été contre tout ça, pas du tout. C'est juste que pour moi, comment je voyais la maternité, comment je voyais la famille, en fait, avant, c'était super cliché, là, tu sais. J'avais mon chum, puis je tomberais enceinte, puis on accoucherait, puis la vie serait belle. Donc, tu sais, j'ai jamais voulu... J'ai toujours respecté, mettons, les gens qui veulent adopter, mais pour moi, ça n'a jamais été une option. Là, ben oui, ça l'est, puis tu sais, on est inscrit sur une liste, puis tu sais, ça fait partie de ma réalité, puis j'ai vraiment une autre vision plus élargie, je pense, moins lunettes roses. Puis je me dis que non, c'est pas nécessaire de porter un enfant pour vraiment être parent, puis pas juste mère, d'être parent. Donc, tu sais, mais ça, c'est ma vision aujourd'hui. Mais si tu me poses la question il y a 5 ans, c'est quoi ma vision de la maternité? C'est injuste. Pour moi, c'était perdre ma fertilité parce que toute ma vie, je me suis cherchée professionnellement. Ça a été long pour trouver mon chum. Tu sais, j'avais 30 ans. Tu sais, c'est un peu comme... un peu bohème, là, qui se promène puis qui se trouve pas. Mais la seule chose à laquelle j'ai toujours été certaine, qui pour moi n'a jamais été comme une question, c'était que j'allais avoir des enfants. Puis pas je vais avoir des enfants parce qu'il faut avoir des enfants. Tu l'as dit tantôt, c'est viscéral. C'est viscéral pour moi. Et là, on m'enlevait cette possibilité-là à cause d'un cancer. Tu sais, fait que... puis je me suis rendu compte à quel point...
on reste quand même des animaux, tu sais. Puis je sais pas si tout le monde va aimer ça, que je dis ça, mais tu sais, je me suis déjà fait demander par un psychologue, tu sais, pourquoi tu fais des enfants? Mais j'arrive pas à répondre à cette question. C'est là. Parce que c'est viscéral, tu sais, c'est... En tout cas, fait que... C'est ça, je pense pas que ça se rationalise. Non, c'est ça. Puis tu vois, tu sais, je vais en parler aussi, là, tu sais, Joe puis moi, on a vécu pas une histoire comme toi, mais un parcours d'infertilité. Plusieurs années à essayer. On a eu notre premier bébé, nous, en claquant des doigts, là, honnêtement, presque. Puis, dans ma tête, c'était clair qu'après mon congé de maternité, j'avais ma deuxième grossesse, puis que j'allais tomber enceinte à peu près à cette date-là, pour accoucher à peu près à cette date-là. Tu sais, c'était comme clair dans ma tête. Puis, à un moment donné, t'essayes, ça fonctionne pas. Après 1 an, mais tu te fais dire, il faut que tu attendes encore 1 an. À ce moment-là, moi, c'était 2 ans de tentative après avoir eu un premier enfant, avant de commencer à parler, par exemple, d'insémination artificielle ou quoi que ce soit. Et, tu sais, il faut comprendre que de notre côté, là, j'avais un bébé, j'ovulais. Tout allait bien, là, le spermogramme était normal, j'étais jeune, j'avais pas de comorbidité, j'avais déjà, comme je te dis, mené une grossesse à terme. Fait que pour moi, ça allait fonctionner. Fait que j'ai toujours choisi de croire parce que moi, j'ai cette croyance-là que dans la vie, si t'es négatif, tu vas attirer du négatif. Fait que ça, c'est un peu mon côté spirituel. Mais c'est pas vrai qu'on a tout le contrôle sur ce qu'on... C'est pas toujours parce qu'on le mérite qu'on a des enfants négatifs qui nous arrivent. Là, je suis bien consciente de ça. Mais écoute, j'ai tout gardé les effets de Félix. On s'est fait construire une autre maison avec une petite chambre à côté de la nôtre pour le bébé. Et pour ma part, ben, au début, là, chaque échec d'avoir un bébé, comprendre à chaque mois que ça ne fonctionnait pas, mais c'était suivi d'une prochaine étape qui mènerait finalement à la réalisation du rêve. Parce que moi, je croyais fondamentalement que ça allait arriver. Puis, tu en as parlé un petit peu tantôt. Moi, mon projet, mon rêve, c'était pas juste d'avoir un autre enfant pour nous, là. C'était de donner un frère ou une sœur à Félix. Puis pour moi, là, c'était ça, ma vision d'une vraie famille. Puis aujourd'hui, quand j'y pense, avec le recul, je fais le constat que dans le fond, j'ai mis ma vie entre parenthèses pendant plus d'une dizaine d'années. Là, si je veux être précise, c'est pendant 13 ans. Il n'y avait plus de moment présent. Tu sais, j'étais toujours en mode plan, avec un objectif en tête, un unique objectif d'avoir un bébé qui me donnait comme des œillères, puis ça me privait complètement, tu sais, de mon moment présent avec mon fils puis mon chum. Fait il y avait juste comme un calendrier, puis c'était celui de l'ovulation puis des traitements, un peu comme si j'attendais finalement un Noël qui n'est jamais arrivé. Puis je suis bien reconnaissante aujourd'hui, tu sais, moi, ça l'a pas brisé mon couple, là. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble et tout ça, puis mon chum est resté là, mais honnêtement, quand j'y pense, je le sais que j'étais pas totalement... Tu sais, on n'avait plus vraiment de vie de couple. Ouais. T'es pas là, t'es pas présente, t'es pris par autre chose. Exact. Puis tu sais, on communiquait, là, parce que lui aussi, il en avait de la peine quand ça marchait pas. Puis des fois, je me dis, sa peine était peut-être plus liée au fait que moi-même, j'avais de la peine. Puis qu'il me voyait rusher, là. Je peux pas le dire encore, mais tu sais, honnêtement, j'étais pas totalement disponible. Puis de ton côté, à toi, est-ce que ça l'a vraiment affecté ta relation de couple, tout ça, ou ça vous a rendu plus fort, peut-être? Ben, en fait, non. C'est drôle parce que j'ai écrit un reportage qui a été publié juste avant la naissance de mon fils, c'est à Châtelaine. Si vous voulez aller le voir, le lire, ça s'appelle... Certainement, je le mettrai en lien en description du podcast. C'est « Traverser un cancer à 2 ». Puis, en fond, ça part de mon histoire, puis, tu sais, mais je passe en entrevue d'autres personnes. Fait que c'est vraiment lié au cancer, mais dans mon cas, c'est beaucoup la fertilité. Puis le fil conducteur, c'est que c'est le couple. Puis moi, mon couple, en fait, c'est qu'on est resté... Oui, il y a eu des vagues, mais on est resté vraiment fort jusqu'à aujourd'hui, tu sais. Puis je me considère quand même chanceuse parce que mon chum, lui, il n'y en a pas de problème de fertilité, tu sais, tout va bien, là. C'est moi qui s'est fait enlever mon utérus. Et je me sens vraiment chanceuse, tu sais, mais qu'il soit resté, tu sais, parce que moi, je lui ai dit que, tu sais, si tu veux, tu peux t'en aller, puis tu peux aller faire ta vie avec une femme qui a un utérus, puis tout ça, puis je le dis aussi dans le reportage, tu sais, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il veut pas des enfants, il veut des enfants avec moi, tu sais. Fait que on est un peu quétaine, dans le bon sens. Oui, non, mais on aime ça, là, on aime ça, on trouve ça drôle.
C'est sûr qu'il y a eu des vagues. Ça n'a pas été rose tout le long. Mais ça a été dur pour lui, ma dépression aussi. Puis ça a été long quand même. Je pense que c'était pendant 2 ans et demi. Puis c'est comme un gros quelque chose, c'est comme quelque chose de gros qui est arrivé du jour au lendemain, puis qui, jusqu'à aujourd'hui, on a encore un peu des séquelles, mais fondamentalement, notre couple, on était fort à la base, fait que là, on est restés quand même solides ensemble. Fait que, je pense bien que c'est une des rares choses qui n'a pas été détruite par ce tsunami. Ouais. Puis tu sais, ton histoire, elle est belle parce qu'au final, t'as un beau petit garçon aujourd'hui qui a 6 ans, mais j'aimerais comprendre un peu comment ça s'est passé pour toi, dans le fond, les grandes étapes, mais aussi les défis, les émotions que tu as pu traverser à travers ce parcours-là. Tu sais, il y a les recherches que tu as faites, Ouais. la prise de décision. OK, bien, c'est vers ça qu'on s'en va. On s'en va vers une mère porteuse, mais comment ça se passe? Parce que si je ne m'abuse, au Québec, en 2017, Ouais. bien, c'était pas si simple que ça, avoir recours à une mère porteuse. Non, c'était là. pas simple. C'est jamais simple, en fait. Même aujourd'hui, OK. c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup... Parce que c'est altruiste, dans le sens que on peut pas rémunérer une femme porteuse. Ce qui fait qu'il y en a moins que, par exemple, aux États-Unis, où est-ce qu'il y a plusieurs États où est-ce qu'on peut payer, on peut rémunérer une femme porteuse. Donc, c'est difficile dans le sens qu'il y a beaucoup plus de parents d'intention que de femmes porteuses. C'est difficile dans le sens que c'est complexe. T'sais, il y a beaucoup d'étapes légales, médicales, psychosociales, éthiques. Il y a beaucoup d'étapes avant. Donc, tout ça fait que c'est complexe. Mais oui, dans le temps, c'est encore plus complexe parce que au Québec, c'était pas encadré. Donc, c'était légal, mais c'était juste pas encadré. Il y avait un flou juridique, ce qui faisait que les parents devaient passer par le consentement, l'adoption par consentement... Voyons. L'adoption intrafamiliale en consentement spécial. Consentement spécial. J'ai un blanc de mémoire, là, mais... On va le trouver. On va le trouver, le c'est ça. J'ai vraiment un blanc de mémoire. C'est adoption par consentement. En tout cas. Donc, tu sais, c'est long. Ça pouvait prendre 1 an, des fois plus. Là, aujourd'hui, avec la loi, c'est beaucoup plus facile. Mais à l'époque, non, c'était plus difficile. Puis nous, on a choisi... Puis aussi, c'est qu'à l'époque... La femme porteuse, parce qu'au Canada, n'importe quelle personne qui accouche va être reconnue comme le parent légal de l'enfant dès la naissance. Ce que ça veut dire... Puis la grossesse pour autrui, comment ça fonctionne, c'est qu'après ça, les provinces... Puis ça, c'est fédéral. Fait que les provinces, après, vont légiférer sur comment on va transférer le lien de filiation. Fait que les droits parentaux de la femme porteuse aux parents d'intention. Avant, au Québec, étant donné qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de loi, ben c'est pour ça qu'il fallait passer par l'adoption. Ce qui veut dire que quand l'enfant naissait, le certificat de naissance était au nom de la femme porteuse. En Ontario, c'était pas le cas à l'époque, ça ne l'est pas non plus aujourd'hui. Au Québec, ça ne l'est plus avec la loi. Mais donc, quand une femme accouche en Ontario, le certificat, il y a une procédure administrative et légale à faire, mais au final, le certificat de naissance, la femme porteuse n'est pas sur le certificat de naissance. Et ça, pour moi, à l'époque, pas aujourd'hui, parce que je suis dans le milieu, je l'ai fait, je connais beaucoup ça, mais à l'époque, et ce qui arrive souvent chez beaucoup de couples, surtout chez des couples hétérosexuels, c'est que l'idée que le certificat de naissance n'était pas automatiquement à mon nom, qu'il y avait comme quelqu'un d'autre qui allait être... Pour moi, je trouvais ça difficile. Tu sais, j'étais en pleine dépression. Fallait comme... Du jour au lendemain, il fallait que j'accepte que je pourrais pas porter notre... C'était comme trop pour moi d'accepter que juste ce petit papier-là, elle allait être dessus. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé en Ontario. Fait qu'on a trouvé... on est allé dans le sens qu'on a trouvé une femme porteuse en Ontario, puis on a fait le processus en Ontario. La femme porteuse, elle a accouché en Ontario. Fait que notre fils, la femme porteuse, elle n'est pas sur le certificat de naissance. Elle est dans le registre ontarien, mais elle n'est pas sur le certificat de naissance de mon fils. Voilà, c'est ça. Puis j'étais un peu... Mais la mère porteuse, si je ne me trompe pas, peut changer d'idée jusqu'à 30 jours après la naissance. Oui. Est-ce que c'est le cas aussi en Ontario? Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent que c'est pas le cas, c'est le cas, en fait, partout. Puis là, je veux pas je dis ça avec une pincette. Je sais pas trop dans les autres États, mais dans les autres provinces, pardon, pas États, mais de ma compréhension de la loi, c'est que la femme porteuse peut toujours décider de garder l'enfant, peu importe c'est où. Il faut qu'elle consente
à transférer les droits parentaux. Et ce consentement-là, c'est le Québec, c'est aussi en Ontario. Et là, je veux pas dire, j'aurais dû faire des recherches avant, mais j'ai fait des recherches récemment, puis il me semble que c'est ça, mais je veux juste vraiment pas me tromper. Fait que si tu veux, je pourrais comme quadruple valider puis t'envoyer la réponse pour que tu le mettes en dessous de... Sans problème. Mais en fait, je veux pas nécessairement qu'on rentre dans ces détails-là, mais ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que j'avais peur? Ben absolument, parce que il n'y a pas de garantie qu'à la naissance du bébé, il va être officiellement le tien. Légalement, non, il n'y a pas de garantie. Fait que, tu veux que je réponde comme Anne-Marie en 2007 ou Anne-Marie aujourd'hui? OK. Fait qu'Anne-Marie en 2007, qui connaissait rien à la grossesse pour autrui, qui apprenait tout, qui avait les mêmes questions que tout le monde a, qui connaît pas ça. Mais comment une femme peut donner son enfant? Mais comment elle va décider? Comment elle peut faire ça? Comment elle peut faire ça sans demander de l'argent? J'ai toutes les questions qu'on se fait demander comme parent d'intention, comme faire ponteuse, je les ai eues. Mais... Fait que oui, j'avais de la difficulté. Quand j'ai commencé à faire les recherches, j'avais de la difficulté à concevoir que ça pouvait arriver. Mais au fil de mes recherches, parce que moi, mes recherches, je les ai faites comme une journaliste. Fait que oui, j'ai essayé de trouver des spécialistes, mais il n'y en avait pas. Fait que j'ai parlé à des femmes porteuses, j'ai parlé à des parents d'intention, j'ai parlé à des avocats, j'ai parlé à des travailleurs sociaux. Bon. Puis ce que j'ai compris, puis ce que des femmes porteuses m'ont dit, puis je pense que c'est ça que c'est... Parce que j'ai compris qu'une femme porteuse ne va pas donner son propre enfant, mais ne va pas non plus garder l'enfant qu'elle porte pour l'autre. Parce que dans sa tête, c'est pas son enfant. Ça n'a jamais été son enfant. Puis ce qui m'a vraiment bien fait comprendre, c'est qu'une femme porteuse ontarienne, pas celle qui a porté notre enfant, une autre, qui nous a dit, c'est comme... en fait, elle m'a dit deux choses. Elle m'a dit, c'est comme du gardiennage extrême. Fait que moi, là, ça va me faire plaisir de garder ton enfant, mais je veux pas le garder toute la vie. Je vais être très contente de te le redonner. Puis là, je sais pas si c'est elle ou quelqu'un d'autre qui m'a dit pourquoi je ferais tout ça, tout ce processus, aller en clinique de fertilité, me faire des injections, tout ça pour garder un enfant alors que j'ai pas de problème de fertilité, tu sais. Donc, tu sais, puis ces deux commentaires-là qui m'ont fait, OK, tu sais, puis j'ai compris c'est qui les femmes porteuses. Puis ça, c'est avant qu'on trouve notre femme porteuse. Fait que, tu sais, c'est ça aussi l'idée de faire des recherches, c'est de comprendre comment les gens pensent qu'ils font ça, tu sais. Parce que, tu sais, c'est drôle, tu parles de ça, puis avant l'entrevue, justement, je me mettais dans la tête d'une femme porteuse. Je trouve ça tellement admirable parce que moi, je me dis, je ne serais pas capable de porter un enfant mais que je garderais pas. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est comme le don d'ovule puis le don de sperme. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Fait que c'est certaines femmes. Puis moi, je pourrais jamais... J'en ai plus d'ovules, là, mais moi, je pourrais pas donner mes ovules. Mais il y en a que oui. Il y en a qui peuvent porter un enfant pour quelqu'un d'autre, mais qui vont jamais pouvoir donner leurs ovules. Il y en a, c'est l'inverse, tu sais. Fait que c'est pas pour tout le monde, tu sais. Puis je pense que c'est là où est-ce que c'est difficile à comprendre. Parce que moi, je me suis fait dire par des femmes, mais là, moi, je le ferais jamais. Comment elle peut faire ça, tu sais, parce que... Mais on est tous différents. Puis moi, c'est sûr, je vais te dire ça avec mon parcours d'infertilité. La journée qu'on me dit, tu peux tomber enceinte, mais c'est de quelqu'un d'autre, puis tu pourras pas le garder. C'est ça. C'est sûr que je te dis non. C'est ça. T'sais? Mais une amie... nous proposé justement d'être une mère porteuse pour nous parce que, tu sais, j'avais des ovules puis mon chum, il était correct aussi avec son spermogramme. Mais moi, ça m'avait même pas effleuré l'esprit. C'était comme très... je sais pas si c'est un besoin égoïste, là, mais tu sais, comme porter mon enfant. Ben oui. Mais dans ma tête, ça allait marcher. Ouais. Je me suis pas ramassée comme toi, par exemple. J'avais pas le choix. Là. Capacité physique pour avoir enfant. Fait que chaque réalité étant différente, je pense que c'est très difficile de juger de l'extérieur. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui disent « Voyons donc, qu'est-ce qu'ils ont à se plaindre, eux autres? » C'est ça. Si t'as pas de bébé, c'est parce que t'es pour ne pas en avoir. Puis si t'en as eu un, toi, ben tu devrais être contente d'en avoir eu un puis t'as rushé pendant 10 ans pour rien. Mais ces parcours-là sont tellement personnels. Là, on peut pas juger. Puis j'imagine aussi que tu sois parent d'intention ou mère porteuse, il doit y avoir un processus avant... je sais pas, moi, avec l'accompagnement d'un psychologue ou une évaluation avant de dire, ben oui, toi, t'es une bonne candidate pour ça, j'imagine.
Ben donc, il y a des... Plus, je ne sais pas à quel point tu veux qu'on rentre là-dedans, mais avec la nouvelle loi au Québec, il y a un parcours légal, dans le sens qu'il y a des étapes légales à franchir. Après ça, tu sais, puis il y en a une, c'est une rencontre d'information obligatoire qui doit être donnée par un membre d'un ordre professionnel. Tu sais, psychologue, travailleurs sociaux, sexologue, sage-femme. Mais l'évaluation, c'est plus les cliniques qui vont le demander. Puis c'est pas toutes les cliniques qui vont le demander. Mais c'est comme... C'est ça. C'est pas clair si c'est une évaluation, parce qu'ils vont le demander aussi en don de gamètes, don d'ovules, don de sperme. Mais c'est pas... Il y a comme un flou. Est-ce que c'est pas supposé être une évaluation? Est-ce que c'est une évaluation pour évaluer ta capacité? En fait, c'est ça, c'est que c'est pas une évaluation pour évaluer ta capacité à être parent ou à être donneur ou à être femme porteuse. C'est plus pour s'assurer que tout le monde comprend le processus de la bonne façon. Mais fait que la trajectoire légale au Québec, c'est vraiment une séance d'information, pas une évaluation, pas une thérapie, vraiment juste une séance d'information. Puis il y a d'autres étapes, il faut faire un contrat notarié, puis... Mais toi, en 2017, est-ce que tu as passé par là? Non, parce qu'au Québec, il n'y avait pas la loi, mais on est passé par l'Ontario. Puis en Ontario, les cliniques, donc c'est pas la loi, c'est les cliniques qui exigent cette évaluation-là des parents d'intention et de la femme porteuse. Mais en fait, notre clinique était au Québec. Fait que c'était notre clinique au Québec qui exigeait ça. Ouais. Et est-ce que tu as assisté à la naissance de ton fils? Oui, j'ai assisté. C'était une naissance à la maison avec sage-femme. Oh my! Il y avait 2 sages-femmes, une pour notre femme porteuse, une pour notre fils. Nous, on était là, son mari était là, les chats étaient là. C'était vraiment, tu sais, c'était dans sa chambre à coucher. C'était vraiment... Puis, tu sais, on nous a dit, parce qu'il faut qu'on fasse un plan de naissance comme n'importe quel couple. Puis on nous a dit, tu sais, faites un plan de naissance, mais ça arrive jamais comme vous le voulez, tu sais. Mais nous, ça arrivait comme pile comme on le voulait. Puis, tu sais, ça reste le plus beau jour de ma vie, là. Oh. Puis, tu sais, on était chez elle parce qu'elle a accouché à 41 jours 41 plus 4 jours. Puis, en tout cas, on n'arrêtait pas de faire des allers-retours parce que ça venait pas. Puis, 2 jours avant, je pense, on a couché chez elle. Je pense que... Puis, en tout cas, je l'ai entendu qui commençait son travail, puis là, j'ai comme eu une crise de panique. J'ai dit, oh mon Dieu, je vais devenir parent, tu sais. Puis là, finalement, parce que l'idée, c'était, elle va faire son travail, puis quand elle sent qu'elle va commencer à pousser, elle va nous appeler pour qu'on rentre dans la chambre. Parce que moi, j'ai allaité, j'ai induit la lactation. Puis je me souviens que, je sais plus, il était quelle heure, genre. Écoute, j'ai aucune idée, il était quelle heure, mais le soleil était levé, puis mon chum, il lisait sa presse, il buvait son café. Mais moi, là, j'étais en train de faire le ménage dans sa cuisine. Il fallait que je fasse quelque chose parce que je faisais juste attendre. Mais oui, non, c'était vraiment un beau, beau moment, là. Est-ce que tu as gardé un lien avec elle? Oui, on la voit justement de samedi, là. Wow! Ouais. Est-ce que ton fils sait que c'est la mère porteuse? Il connaît son histoire. Donc, on lui a montré des photos. À cause de la pandémie, puis parce que c'est à Ottawa, on n'a pas la chance de se voir souvent. Tu sais, c'est pas... on fait pas partie de nos vies dans cette optique-là. Donc, il sait c'est qui, mais il y a 6 ans, puis il connaît on lui en parle depuis qu'il est tout petit. Pour lui, c'est normal. Fait qu'il je pense bien qu'il s'en fout un peu. C'est ce qu'on voulait. C'est toi, sa mère. Tu sais, oui, c'est ça. Il n'y a pas de... T'sais... Oui, mais c'est plus par rapport au fait qu'il a été porté par quelqu'un d'autre. Je pense pas qu'il comprend encore... ça veut dire quoi, tu sais. D'accord. Mais c'est ce qu'on voulait. On voulait normaliser la chose, puis on l'a réussi. Puis, tu sais, l'idée, pourquoi on va l'avoir au moins une fois par année, c'est parce qu'on veut... Ben, nous, on veut garder le lien, mais aussi parce qu'on veut que lui sache au moins c'est qui. Ouais. Puis, est-ce que pour toi, c'est un sujet duquel tu parles régulièrement? Est-ce que ça fait partie vraiment de ta vie au point que... Au quotidien? Oui. Dans ma job, oui. Hors de ma job, non. Parce que c'est quand même nos gamètes, dans le sens ça paraît pas de l'extérieur. Puis l'histoire, tu sais, je la raconte assez aisément. Là, j'ai pas, comme tu le vois, là, je suis assez décomplexée. Mais c'est sûr que dès que je vois qu'on commence à devenir amis avec, mettons, tu sais, j'ai commencé à être amie avec des mamans de la garderie avec qui je suis amie encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, mettons, je leur ai dit à elles parce que on devient amis. Mais au quotidien, c'est pas... C'est plus ma job qui va... Et même dans ma job, c'est pas mon histoire. Là, oui, je la raconte, mais je veux dire,
c'est pas moi le centre de ma job. Là. Donc, c'est pas quelque chose qu'on parle Puis, est-ce que tu as l'impression, par contre, que ton histoire peut aider d'autres personnes, justement, parce que, tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment porteur d'espoir. Ouais. Tu sais, le fait de voir, mais tu sais, même si ça vient de tout exploser, tu as l'impression que ta vie vient de tout foutre en l'air, ben quand on est déterminé, tu l'as dit tantôt, c'est une de tes qualités, ben on arrive à trouver des solutions. La science, c'est pas ce qu'elle était il y a 50 ans. Là. Je veux dire, on parlait pas de ça, des mères porteuses à l'époque. Fait qu'aujourd'hui, il y a des solutions. Tu sais, comme nous, de notre côté, c'est sûr que, tu sais, on a tout essayé, la fécondation in vitro et tout ça. À un moment donné, après plusieurs échecs, ben, on s'est fait orienter vers l'adoption internationale. Donc, on a rencontré Joanne Lemieux, là, qui est une travailleuse sociale psychothérapeute spécialisée là-dedans. Finalement, on n'est pas allé au bout de cette idée-là. Elle nous orientait vers des enfants à besoins spéciaux. Puis, moi, je pense que j'avais encore vraiment un désir de porter mon enfant. Puis on le sait, hein, la spirale de l'infertilité peut être longue et vraiment anxiogène. Ta vie est centrée là-dessus, une sexualité sous calendrier, les effets secondaires des traitements, l'attente, les déceptions. Puis à un moment donné, tu as comme l'impression que les gens ne te comprennent pas. Dans ta réalité, hey, tu sais, moi, combien de fois je me suis fait dire « Achète-toi une maison. Achète-toi une maison, ça va marcher. Pars en voyage. Mon amie a fait ça, elle, puis ça a marché. » Ou « Arrête d'y penser. » Tu sais, arrête d'y penser. Ben non, tu peux pas arrêter d'y penser quand tu es dans ce parcours-là. Puis même à un moment donné, moi, on a cessé de me souhaiter, tu sais, au jour de l'an, tu sais, hein, tout le monde me souhaitait un beau petit bébé. Ben à un moment donné, ils ont arrêté de me souhaiter ça. Puis même mes amis essayaient de me cacher. Parce que moi, j'ai été une des premières à avoir un enfant dans ma gang de chums. Fait que quand ça a été leur tour par la suite, elles savaient là, que je rushais dans ma vie avec ce désir-là qui n'était pas comblé. Fait qu'elles retardaient le fait de m'annoncer qu'elles étaient enceintes. Puis, tu sais, moi, je voulais faire partie de la fête, moi aussi. Là. J'étais contente pour elles. Fait que voilà, fait que, tu sais, puis pour ma part, là, on parlait un peu de l'impact psychologique. Ben, à chaque échec, par exemple, de fécondation in vitro, ben moi, je perdais un enfant. Parce qu'à chaque fois, c'était pas juste un embryon qu'on m'avait implanté. Tu sais, c'était une petite Ophélie ou un petit Élie. Tu sais, moi... Je veux dire, dans la mesure où on t'a transféré cet embryon-là, bien, tu sais que tu vas accoucher potentiellement telle date, puis tu sais, tu l'imagines, ton enfant. Là. Fait que c'est des parcours qui sont vraiment pas faciles. Puis de ton côté, quand tu parles de syndrome de stress post-traumatique, est-ce que tu as bénéficié quand même d'un support professionnel? Tu sais, tu l'as dit tantôt, tu as cogné à des portes, mais... Donc, par la suite, après, quand mon fils est né, parce que quand j'étais en plein dans ma dépression, j'ai cherché, puis j'ai surtout cherché comme à l'intérieur de l'hôpital, parce qu'on avait accès à, je pense que je l'ai dit tantôt, on avait accès au programme psychosocial de l'hôpital. Puis, vraiment spécialisé en oncologie, ça m'a vraiment aidé par rapport à mon cancer, mais quand c'est rendu que j'avais besoin d'aide pour la fertilité, là, je le sentais pas, là, ça fitait pas. Je pense que j'ai cherché, j'ai pas trouvé, puis tu sais, j'avais pas l'énergie de continuer à chercher non plus. C'est plus par la suite, quand mon fils est né, tu sais, comme, parce que j'ai eu une dépression, puis moi, je suis sortie presque du jour au lendemain de la dépression quand on a su que le 3e transfert avait fonctionné, puis qu'on avait eu l'échographie de 12 semaines. Parce qu'on a fait 3 transferts. Les 2 premiers, on a eu des fausses couches. Ben, des biochimiques. Oui. Fait qu'avant les fausses couches, ouais, c'est ça. Puis, fait que, tu sais, c'était vraiment de voir le fœtus à 11 ou 12 semaines, c'est là que là, j'ai comme vraiment presque du jour au lendemain. Cela dit, c'est pas parce que je suis sortie de ma dépression que j'ai guéri comme ça. Donc, tu sais, j'ai eu des séquelles psychologiques pendant vraiment longtemps par la suite. Puis, et physique aussi, là, par rapport au cancer, mais psychologique. Puis, c'est quand mon fils... En fait, je pense bien que c'est quand mon fils a commencé à aller à la garderie que là, j'avais plus de temps à penser, puisque, tu sais, je me cherchais une job aussi en même temps. Puis que j'étais tannée de sentir, j'étais toujours frustrée, j'étais toujours, tu sais, j'étais aigre. Puis il y a d'autres choses, que j'irai pas dans les détails, mais il y a d'autres choses aussi qui sont arrivées dans notre vie, qui ont été difficiles. Fait que, tu sais, j'étais plus déprimée, mais j'étais aigre, vraiment aigre. Puis tout était toujours à cause du cancer. N'importe quoi qui arrivait, tu sais, c'est comme si je revivais constamment ça.
Fait que j'ai cherché de l'aide psychologique au privé. J'ai essayé 1 ou 2 psychologues, ça n'a pas fonctionné. Puis finalement, je suis tombée sur... ça s'appelle le cycle de vie. C'est le même principe que le EMDR. Donc, c'est d'aller reprogrammer le subconscient. Puis, c'est vraiment ça qui m'a aidée à commencer à pouvoir voir la suite de ma vie. Puis sortir de cette je sais pas comment le dire, mais de cette frustration, puis de penser que tout était... C'est comme si je vivais toujours mon cancer. Puis j'ai vraiment pu commencer, mais ça a pris quand même après ça, ça a pris 1 autre année pour qu'il y ait comme des effets plus à long terme. Donc oui, j'ai eu, puis j'ai été chanceuse. Ça a pris, je pense, 5-6 sessions quand même. Séance, excuse, pas session. Puis oui, fait que c'est... As-tu l'impression de t'en être sortie totalement aujourd'hui? C'est sûr que je suis ailleurs. C'est sûr que je suis ailleurs, puis que j'ai l'impression que j'ai enfin... Je peux pas dire passer à autre chose, mais que j'ai enfin avancé. Que le cancer, c'est en arrière et c'est plus dans ma vie aujourd'hui, que c'est plus ma réalité aujourd'hui. Par contre, ça va toujours être là, ça va toujours faire partie de ma réalité, ça va toujours, tu sais... Ce que mon psychologue en oncologie m'a dit, que j'avais pas compris à l'époque, mais que j'ai compris des années plus tard, c'est que, tu sais, parce que moi, je disais que j'avais peur de faire mon deuil, parce que si je faisais mon deuil de la fertilité, c'est comme si j'allais jamais avoir d'enfant. Il m'a dit, tu sais, on fait pas un deuil, on vit avec un deuil. On apprend à vivre avec un deuil. Fait que ton deuil, tu sais, on fait pas un deuil. Puis j'ai compris ça des années plus tard quand en tout cas, quelqu'un qui est une thérapeute, art thérapeute, m'a envoyé une image. Là, on le voit pas, là, mais c'est... en fait, t'as trois ovales. Puis de 3 tailles différentes. Puis là-dedans, t'as comme une boule noire que c'est le deuil. Puis ça, c'est répété 2 fois dans 2 séries. Fait que en haut, t'as ce qu'on pense qu'un deuil est. Puis là, tu vois que le deuil, c'est... T'as 3 ovales égales, puis que le deuil, il réduit, il rapetisse. Puis en bas, t'as 3 deuils, la même chose, mais c'est que c'est toi qui grandis. Fait que c'est que... C'est toi qui grandis. OK. Fait que c'est comme si le deuil, lui, il reste la même chose, mais c'est nous, en tour, qu'on grandit. Puis c'est là que j'ai comme... Je sais pas si je l'explique bien, là, je suis plus visuelle, j'ai de la misère à expliquer, mais je pourrais te l'envoyer aussi, si tu veux. Oui, mais en fait, ce que je comprends, c'est que tu as comme compris que ça allait rester comme un stigmate, c'est là, mais tu vas apprendre à un moment donné à... Mais je vais combler ma vie par autre chose. Puis, mais oui, le deuil est là. Tu sais, quand je regarde le nombril de mon fils, pas tout le temps, mais des fois, je le regarde. Puis je suis comme, tu sais, c'est pas ma cicatrice. Tu sais, quand je regarde mes propres cicatrices par rapport au cancer, quand, tu sais, j'entends que les gens, ils tombent enceintes super facilement, ça m'affecte encore toujours, mais pas de la même façon. Tu sais, ma vie est remplie autrement. J'arrive à tu sais, c'est autre chose, mais ça va toujours être là. Puis ça fait partie de qui je suis. J'ai changé ma carrière au complet, là. Donc, ouais. Et après tout ce que tu as traversé, qu'est-ce qui te donne aujourd'hui la force et la motivation pour avancer, continuer à aider les autres? C'est quoi, dans le fond, ton grand pourquoi? Au début, c'était parce que c'était oui, j'avais besoin d'aider, mais je pense qu'en voulant aider, on s'aide aussi à soi. Fait que c'est une forme de thérapie. Aujourd'hui, j'ai encore vraiment la pulsion d'aider, mais c'est aussi devenu un défi professionnel. Donc, tu sais, je vois ce que je fais, je vois que ça fonctionne, je vois que les gens accrochent, allument. Donc, tu sais, c'est vraiment devenu un défi professionnel. J'ai envie de voir jusqu'à où je peux amener ce projet-là. Donc, c'est ça. Bien, merci beaucoup. Puis, je trouve vraiment ton histoire inspirante. Merci pour ta sincérité. Tu sais. Vous ne le voyez pas là, quand vous écoutez, mais ça a été comme une conversation où on avait tous les deux les yeux brillants. Moi, je crois beaucoup au partage d'histoire. D'abord, je trouve que c'est un
puissant catalyseur de changement. C'est vraiment à travers les récits que naissent les transformations, puis c'est un peu la mission du podcast aussi. Alors, Anne-Marie, on va poursuivre cette discussion-là dans le prochain épisode où tu vas nous présenter vraiment le Centre Espère avec ses services et sa mission. Oui, merci beaucoup de m'avoir invitée.